بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum chers frères et sœurs. On se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième live sur notre série de live sur le mariage. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le fait de parler, on va parler de la culture, quand la culture contredit la religion. Alors bien évidemment, pour les personnes qui n'ont pas écouté les interventions précédentes, vous pouvez les retrouver sur le YouTube de notre sœur Salati Jeb ou sur le Telegram de Zaosh Shunna. Et également, je vous invite à essayer de contacter, enfin de consulter à fond notre blog, car on a écrit énormément d'articles, que ce soit sur différents thèmes, les thèmes qu'on a déjà abordés, et beaucoup d'articles vont venir sur des thèmes vraiment très précis, dont des problèmes qui gangrènent notre communauté vis-à-vis du mariage. Donc il y a plein d'astuces, que ce soit pour se protéger, de se prémunir des personnes qui veulent jouer avec vous, pour les sœurs. Et il y a des exhortations et des guides pour les frères. On a également des articles sur les muqabala, sur les questions qu'il faut poser, etc., etc. Donc je vous invite vivement à regarder notre blog. Ceci étant dit, on va passer à l'intervention, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme je l'ai dit, nous allons parler de culture quand elle contredit la religion. Parce que vraiment, il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine, dans ce chapitre. Donc, avant le mariage, malheureusement, on est dans une époque où il y a énormément d'informations qui sont en contradiction euh, avec la religion. On entend des personnes prôner à la mondialisation et au métissage, et d'autres personnes prônaient le contraire. Ils disent qu'il faut rester à l'endogamie, le fait de rester entre soi. Et c'est qui ces personnes qui parlent de ces sujets-là, ces sujets qui sont importants? C'est des personnes, c'est des youtubeurs, des influenceurs, des tiktokers. Ils parlent de ces problèmes. Le problème, c'est que la majorité de leurs discours ne sont pas renvoyés à la religion, mais c'est renvoyé à leurs idées personnelles et leurs propres avis. Donc dans ce live, comme je vous l'ai dit, on va parler de culture, de métissage, des problèmes, des beaux-parents, de tout ce qui est lié à la culture euh, vis-à-vis du mariage. D'accord? Donc, premièrement, la place des parents. Les parents, comme vous le savez, dans notre religion, ils ont une très grande place chez Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, dans la sourate Al-Isra, à la sourate, au verset 23, il dit: Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et faites preuve de bonté envers vos parents. Et dans un autre verset, Allah il dit: Et ne dites même pas à vos parents ouffin. Donc on voit que la place des parents chez Allah Azzawajal est extrêmement grande. D'accord? Et le problème, c'est que nous, on est dans une époque où le respect des parents est totalement relatif. On les place dans la place qu'ils ont dans notre vie n'est pas du tout comme la place qu'avaient les pieux prédécesseurs. Et vous avez toujours entendu, on a tous entendu des femmes qui se marient contre l'avis de leur tuteur, contre l'avis de leur famille. Elles brisent leur famille, faisant tomber la tutelle de leur père, pour la majorité des cas à cause d'amour qu'elles ont rencontré dans le haram. On entend encore des frères qui marient des femmes, des sœurs converties ou des sœurs divorcées, sans les présenter à leurs parents, ou qu'ils prennent des deuxièmes femmes, des troisièmes femmes, ils les cachent à leur famille, c'est des mariages cachés, comme si la famille n'avait pas le droit de savoir ces choses-là. De l'autre côté, malheureusement, on trouve des parents qui sont laxistes et qui prennent peu d'engagement dans la vie prémaritale de leurs enfants, en fait. Et on trouve des parents qui abusent et qui mettent des conditions qui rendent la vie difficile à leur enfant. Comme je l'ai rappelé le dernier live, j'ai un ami à moi, un proche, c'est un Algérien kabyle, ça fait des années jusqu'à aujourd'hui qu'il veut se marier. Ben, ses parents lui ont mis, enfin plutôt sa mère lui a mis des conditions très strictes pour le mariage. Il faut que tu me ramènes une sœur de Kabylie, Fiani, de France, hein, mais qui a de l'origine kabyle, qui est de notre ville et qui est proche de nous qu'on connaît. C'est très difficile. Et lorsqu'il avait trouvé à peu près ça, sa mère, elle a quand même refusé. Et comme lui, machallah, il obéit beaucoup à ses parents, bah, c'est une grande épreuve pour lui. Donc, on voit que il y a des personnes qui euh, suivent leurs parents jusqu'à se mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues, comme on dit. Et il y a d'autres personnes qui
malheureusement, euh, comment dire, vont totalement négliger leurs parents, les extraire de leur vie maritale avant le mariage et leur faire sauter leurs droits. Comme je vous l'ai précisé, des sœurs qui se marient, qui font sauter les tutelles par amour. Et souvent, c'est des amours qu'elles ont vus dans le haram, etc. Mais on va en parler aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, le problème, c'est que la plupart des personnes, elles parlent de mariage, mais elles ne renvoient pas cette affaire à la religion. Qu'est-ce que dit la religion sur cela? Quelles sont les limites? Qu'est-ce qui détermine ce qui est bien? Qu'est-ce qui détermine quelles sont les limites de la culture? Qu'est-ce qui détermine quels sont les méfaits qui sont liés à la culture aujourd'hui? Par exemple, dans certaines cultures chez nos frères et sœurs noirs, les parents prennent la dot. C'est-à-dire que l'homme va venir, il va marier la sœur et ils vont prendre la dot. D'accord? Et pour eux, ça sera quelque chose qui est de facto le droit de la famille. Et ils ne demandent même pas l'avis de la fille, c'est coutumier. Ça, c'est des choses qui contredisent la religion. Et par exemple, chez nos frères maghrébins, euh, on va donner cette dot à la femme, mais on va exagérer dans cette dot. Comme dans certains pays, aujourd'hui, vous pouvez demander pour ceux qui sont dans des pays musulmans, le sha'b, le mu'attin, le résident, il peut pas il a du mal à se marier parce que les dots sont extrêmement chers. Et il faut des années et des années d'économie pour ne serait-ce que euh, pouvoir envisager le mariage. Donc, on voit que la culture, des fois, ça rapporte des problèmes. Ça rapporte des gros, gros problèmes. Et donc, quand il y a des exagérations, ça provoque toujours des excès. D'accord? Et donc, il y a des personnes qui diabolisent et qui blâment la culture comme si on devait totalement s'en défaire, alors que c'est faux. Notre culture, si elle est bien encadrée, s'il y a des bonnes choses, on prend les choses qui sont bien et on délaisse le moins bien ou le haram. Mais comment savoir ce qui est haram si on n'étudie pas notre religion, si on n'étudie pas quelles sont les limites que la charia elle a mises pour pouvoir euh, nous encadrer, pour pouvoir nous accompagner. Et à l'inverse, il y a des personnes qui appellent au fait de rester accroché à la culture, à sa culture, et de la mettre en avant, coûte que coûte, même si ça contredit la religion. Donc on voit qu'il y a toujours des extrêmes. Et nous, on est les gens du juste milieu. Ni on rejette la culture, parce qu'il y a des choses dans la culture qui sont bonnes, et il y a des choses dans les traditions qui sont bonnes, ni on la fait passer avant notre religion. Car notre religion encadre et délimite et détermine ce qui est bon pour nous. D'accord? Et, mais le problème, c'est que nos familles, elles ont un poids. Elles ont euh, un poids dans notre vie. C'est généralement nos parents qui nous ont éduqués. C'est nos parents qui nous ont euh, accompagnés tout au long de notre vie. Donc leur avis ont euh, un poids chez nous. Mais comment faire quand leur avis est totalement contraire à la religion? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je le disais dans les précédents lives, leurs parents euh, sont venus deux, trois générations en arrière, en France, hein, je parle, ou en Europe de manière générale, ils ont délaissé les pays musulmans, que ce soit les Maghrébins ou les Africains de l'Ouest, par exemple. Ils ont délaissé les pays musulmans pour venir en terre non musulmane pour pouvoir gagner leur vie, pour pouvoir mettre leur famille à l'abri, pour pouvoir faire de l'argent, etc., etc. Donc, quand ces personnes, elles ont fait ça, elles ont délaissé le, les injonctions religieuses. Et elles ont fait des enfants qui ont délaissé l'apprentissage religieux et qui ont fait notre génération à nous. D'accord? Donc, il faut que quand on est dans une famille comme ça, qui est devenue plus, on a un islam de culture, on a un islam de faire le ramadan, euh, mais vraiment, voilà, une pratique approximative, et la majorité des gens de la famille ne pratiquent pas, ne prient pas, etc. Il faut pouvoir trouver sa place, il faut pouvoir guider cette famille-là, parce que c'est un fadl qu'Allah Azza wa Jal, c'est une grâce qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée, de pouvoir
être guidé dans cette famille-là, même si elle est musulmane de naissance, mais le fait d'être guidé à la pratique, à l'istiqama, à le fait de pratiquer son dîn, c'est un grand mérite. Donc il faut pouvoir se voir comme une locomotive pour tirer cette famille, même si elle est musulmane, mais qui est non pratiquante ou alors qui est submergée par la culture, pour pouvoir la tirer vers le bien, pour pouvoir la tirer vers ce qu'il convient de faire en fait. Et Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il dit appelle à ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Donc on demande la da'wa, c'est quelque chose d'important, c'est pas juste le fait d'appeler les gens au tawhid, etc. La da'wa, elle est multiple et elle recouvre tous les pans de la religion. Et là, comme on parle de mariage, les personnes dans vos familles, vous avez le devoir et la responsabilité pour vous, et même pour vos parents, de les inviter à la bonne compréhension de l'islam vis-à-vis du sujet euh, dont on parle, en l'occurrence, qui est le mariage. D'accord? Et donc, ce qui revient souvent dans tout ce qui est les mashakils qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et puis les influenceurs, les uns et les autres qui débattent, etc. Le problème récurrent, c'est euh, tout ce qui est les critères ethniques. Donc, le métissage, les préférences l'ethnique, culturelle, et lier les choses liées au racisme, etc. Donc là également, il y a des exagérations, il y a des abus. Avec l'émergence de la mondialisation, et du métissage. Il faut savoir que c'est une propagande qui a été mise dans les séries, dans les films. Si vous avez pu analyser ces choses-là, on voit toujours des couples mixtes. Il y a eu des personnes qui se sont mis ensemble, peut-être pour pour des besoins financiers pour une image. Mais comme c'était des couples mixtes, les gens, ils en ont fait comment on dit, un goal, un objectif. Donc il y a plein de personnes qui ont commencé à vouloir se métisser, se mélanger pour peut-être avoir des enfants métis, pour pouvoir avoir ces choses-là. Et ça, c'est des choses réelles. Euh, et donc ça, c'est un extrême. D'accord? Et il y a eu l'autre extrême qui a vu le jour. Excusez-moi. Il y a eu un autre extrême qui a vu le jour. Et généralement, nous, on le connaît en France. C'est un extrême qui a été porté par un phénomène. Le prédicateur, c'est pas le Da'i de Lyon, vous savez très bien de qui je parle, qui dit souvent les phrases oui, on est frères, mais pas beaux-frères. Donc, il y a eu un extrême qui a vu le jour, et il y a eu un autre extrême qui a vu le jour pour combattre cet extrême-là. Et le problème, c'est que ces personnes, euh, elles réfléchissent avec leur passion. Elles réfléchissent avec moi, je pense. Moi, je pense que. J'ai toujours vu cela, etc. Elles disent pas la religion dit, Allah a dit, son messager a dit, les salafs ont dit, ou ne serait-ce que les savants ont dit. D'accord? Et dans ces deux extrêmes-là, il y a des arguments. C'est-à-dire que qu'on soit pour le métissage ou qu'on ne le soit pas, dans les textes, euh, on trouvera tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire que les personnes peuvent s'appuyer sur les récits où Bilal ibn Rabah, il a épousé, qui lui était un ancien esclave abyssin, a épousé la sœur de Abdurrahman ibn Aouf, qui était une des femmes les plus nobles parmi les femmes de Quraysh. D'accord? Donc, ceux qui veulent prôner le métissage vont dire ces choses-là. Et les autres, ils vont ramener des paroles de savants qui vont, bien évidemment, qui sont présentes dans les livres de fiqh, qui sont présentes dans notre héritage, qui disent que la base, c'est de se marier avec les gens de chez soi, les gens de son peuple. Donc, comme je vous l'ai dit, que ce soit pour le métissage ou contre le métissage, il y a des arguments des deux côtés. Et dans chaque groupe, il y a du vrai, et dans chaque groupe, il y a de l'exagération. Donc, la base, c'est de revenir à la religion, voir qu'est-ce que la religion elle dit pour son cas à soi, pour le cas, du cas par cas. D'accord? Et pas écouter des propagandes de un tel et tel, de regarder tel groupe ou tel groupe. D'accord? L'objectif, c'est de construire une famille et ne pas en détruire. Donc, si euh, vos choix vont faire que ça va détruire votre famille, il faut bien réfléchir avant de faire ce genre de choix. Que ça soit d'un côté comme dans l'autre. D'accord? Par exemple, je vous donne des exemples concrets. Je vous donne une sœur qui, ses parents, ils ont essayé devant je sais pas moi, la télé,
toute leur jeunesse. Vous voyez les parents que je vous dis, qui ont délaissé les terres musulmanes, qui sont venus en Europe, et puis après ils ont eu de l'argent, ils ont mis la télé chez eux, ils ont mis MTV, ils ont mis les clips des Américains, et ils ont fait grandir leur fille là devant la télé. Et la fille, toute la journée, elle voit des Américains, elle voit une culture, elle voit ces choses-là. Taïb, elle grandit, elle commence à voir des hommes, des rappeurs, elle commence à voir des choses, et elle voit que c'est ça, ça a un impact sur son cœur. Les gens, ils l'ont laissé devant la télé. Donc, elle se forge des goûts, qu'on le veuille ou non, l'environnement ou les choses qu'on regarde vont nous créer peut-être une identité, vont nous créer des goûts et des couleurs. Donc cette fille-là qui grandit comme ça dans ce foyer-là, arrivée, après, lorsqu'elle commence à grandir, etc., elle commence à avoir l'envie de se marier, peut-être que la référence de beauté qu'elle va vouloir, c'est ce qu'elle a vu quand elle était petite. Dans les clips, elle s'est donné cette référence-là. Taïb. Maintenant, cette femme-là, elle a une préférence qui est basée sur ce qu'elle a vu, sur ce que ses parents l'ont laissé voir. C'est un exemple hein, que je donne là. Taïb. Cette femme-là, ça va être, c'est le fait de la faire se marier avec un homme qui n'est pas ceux qu'elle a idéalisés, ceux qu'elle a voulu depuis petite peut-être, ça va être un grand mal pour elle. Et ça va être un grand mal pour cet homme-là. Donc forcer cette femme-là à ne pas chercher ce qu'elle veut dans ses critères peut être un grand mal pour sa personne, parce que cette femme-là peut ne pas baisser le regard elle peut voir des hommes qui étaient dans ces critères-là plus tard. Et ça peut être un grand mal, parce que l'homme, il va se marier avec une femme qui, de base, lui, n'était pas son style. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans ce combat de métissage, non-métissage, avec ce truc des idées arrêtées. Il faut voir du cas par cas. Il faut avoir de la sagesse. Il ne faut pas euh, avoir des idées arrêtées, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, parce que ça fait des gros dégâts après. Euh, mais, au possible, il faut s'adapter aux critères de la famille. Parce que la base, comme je l'ai dit, c'est de construire une famille et c'est pas d'en détruire. Si vous avez la capacité de vous adapter aux critères culturels, aux critères ethniques de votre famille, alors faites-le. Parce que ça va être le mieux pour la cohésion. D'accord? Et si vous avez, euh, dans certains cas, des choses comme je viens d'expliquer, l'exemple là que je viens d'expliquer, ou par exemple, je peux donner même l'exemple d'un homme. Moi, j'ai des amis, je connais un frère, euh, c'est un Maghrébin, toute sa vie, il a traîné que avec des Africains. C'est un frère, il est basketteur, il joue au basket, il a joué pendant des années, bon, il a arrêté. Mais toute sa vie, il a traîné avec des Africains. Taïeb. Lui, il ne faut pas lui parler d'autre chose que d'une femme noire. Parce que il a grandi en allant chez des frères d'Afrique de l'Ouest, manger leurs plats, il a grandi dans leur culture. Son meilleur ami, c'était un Africain. Lui, son goût s'est développé depuis son enfance à euh, le métissage. Taïb. Bon, lui, c'est plus facile parce que c'est un homme. Mais n'empêche que dans la famille, quand il va arriver dans la famille, peut-être que la famille noire va avoir des préjugés. Va se dire, ah, peut-être c'est un arabe, il va être raciste de nous, etc. Qu'est-ce qu'on va pas lui donner? Ou sa famille à lui va dire, mais pourquoi toi tu veux prendre une noire, etc. Parce que le racisme est quelque chose qui est réel dans notre société, qu'on le veuille ou non. C'est réel, malheureusement, entre musulmans. Je parle pas du racisme, bon, il y a du racisme de base, mais il y a du racisme aussi dans le mariage. Et des fois, c'est pas du racisme, c'est juste des préférences, d'accord? Il y a des gens aussi, ils mélangent tout, mais il y a aussi du racisme des deux côtés. Euh, d'accord? Donc, ce frère-là, là, par exemple, mon ami, lui, si on le marie avec une femme de chez lui, Taïb, ça va peut-être être un mal pour lui. Peut-être que arriver euh, dans son intimité, c'est pas ce qu'il désire, c'est pas ce qu'il voulait voir. Taïb, quand il sera avec cette femme ou quand il va voir une femme passer, une femme qui sera dans ses goûts qu'il a développés depuis qu'il est petit parce qu'il a traîné avec des Africains, bah ça va être un mal peut-être pour lui. Donc, il faut pas être binaire. Vraiment, les personnes qui traitent ce genre de sujets qui sont très sensibles, avec des paroles toutes faites, etc., c'est des catastrophes. Parce que il faut rentrer, dans ce genre de sujet,
faut voir le vécu de la personne. Faut avoir de la miséricorde. Faut pas se dire, non, c'est une femme qui trahit, c'est sa culture, c'est une femme qui trahit, ou c'est un homme qui trahit sa culture, qui trahit son identité, ou quoi. Parce que, voilà, ce domaine-là, le mariage, la vie intime, etc., c'est un domaine de shahwa, de désir, c'est pas quelque chose qui est forcément raisonné, d'accord? Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Ensuite, vis-à-vis des blocages qu'il peut y avoir dans les mariages, parce que il y a plein de blocages qui peuvent être liés à la culture. Et on en a parlé euh, vis-à-vis de... Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne veulent pas forcément se mélanger ou qui ont un, une vision déjà toute faite de ce qu'ils veulent pour leur enfant et c'est leur droit. Il y a beaucoup de personnes qui refusent cela. Mais c'est le droit pour un père de vouloir pour son enfant un tel, même si on a des recommandations religieuses qui nous dit que le meilleur c'est le plus pieux, qu'il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un noir, ou d'un noir sur un arabe, ou d'un blanc sur un noir, ou d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. Mais ces personnes-là ne sont pas des gens qui sont mutamassik bid-din, yani, qui sont accrochés à leur religion. C'est pas des gens qui, peut-être même ce père-là, il prie pas. Il est musulman, il croit en Allah et en son messager. Peut-être qu'il jeûne le mois de Ramadan, et ça s'arrête là. Donc, venir vouloir lui imposer une autre vision qu'il a, il faut faire les choses avec sagesse. Toi, tu peux pas venir te lever un matin et te dire, non, mais j'ai lu dans le Bukhari que on doit regarder par la piété, donc lui, il se prend pour qui pour me refuser parce que je suis de telle couleur. Non, il a le droit, il y a dans les livres de fiqh, il a le droit de faire cela. Tant qu'il ne te rabaisse pas en te disant que tu es moindre, etc., il a le droit de vouloir quelque chose pour sa fille. D'accord? Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit, ces choses-là ne sont pas renvoyées à la religion. Et quand je médite avec toutes les histoires que j'ai pu entendre dans ces dernières années dans le mariage, la majorité des blocages qui sont liés aux problèmes ethniques sont dus au haram. Parce que on se rend pas compte, mais que, je sais pas si vous vous rendez compte, on essaye de s'imaginer. Une femme, elle tombe amoureuse d'un homme et après, elle combat sa famille. Taïeb. Mais si on faisait les trucs de manière légiférée, on faisait les causes de manière shara'i, et que on ne n'acceptait pas le fait de parler sans intermédiaire, le fait de parler en cachette, de parler dans les DM, puis de se donner les numéros, et ainsi de suite, et peut-être après se voir, et peut-être après commettre des choses irréparables. Comment cet amour pourrait naître au point de d'aller à l'encontre de ses parents? Ceux qui nous ont élevés, ceux qui nous ont fait grandir, ceux qui nous ont toujours dépensé pour nous, qui nous ont mis dans l'instruction à l'école, qui nous ont soutenus, taïb, même s'ils sont pas dans le dîme. Ça, quand ces personnes-là combattent leur famille, généralement, si on creuse, c'est que c'est des gens qui se sont connus dans le haram. Et la fille va en confrontation avec ses parents parce que elle est, euh, ماذا? Elle est amoureuse, euh, attachée, accrochée à cet homme qu'elle voit comme euh, celui qu'il lui faut. D'accord? Mais le problème, c'est que ce genre de relation, d'accord, c'est des dégâts pendant le mariage, c'est des dégâts après le mariage, quand généralement les parents ne veulent pas, quand il y a des problèmes familiaux, etc., ce n'est jamais bon. Et vraiment, il faut pas chercher à forcer. Moi, c'est un conseil pour que ce soit pour les frères. Ça, je donne le conseil aux frères parce que généralement, une femme, quand elle est euh, attachée, accrochée, c'est son cœur qui parle. Yani, elle peut être la plus intelligente lorsque son cœur il prend le dessus. C'est comme si son cerveau il se déconnecte. Elle ne va plus penser à autre chose que par son cœur, par ses sentiments, par ses émotions. Elle aura son intelligence émotionnelle qui va prendre le dessus. Taïb. Mais l'homme qui vient et qui est confronté à une belle famille qui ne veut pas de lui. Comment un homme qui a de la fierté, un homme qui se respecte, peut vouloir forcer une famille à, à l'accepter?
ou alors forcer une famille à briser les liens avec leur fille. Ça, c'est des choses dangereuses. C'est des choses dangereuses. On ne veut pas de toi. Mais, alors, sois digne, lève-toi et pars. Quand le, si on ne veut pas de toi, c'est qu'on ne voudra pas de ta descendance, c'est qu'on ne voudra pas de tes enfants. Peut-être qu'on ne veut pas de toi pour ton identité, peut-être qu'on ne veut pas de toi, peu importe la raison. Tu ne peux pas vouloir que la sœur, elle puisse détruire sa famille pour toi. Toi qui, tu es qui? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Est-ce que tu vas pouvoir t'occuper d'elle comme ses parents ils se sont occupés d'elle? Taïb. Et si oui, pendant combien d'années? Pendant combien d'années tu vas pouvoir faire cela? Combien de sœurs elles ont dépassé les limites, elles ont brisé leur famille pour des hommes qui après les ont divorcés? Taïb. Cette fille-là, si tu la divorces et que sa famille lui tourne le dos, elle aura qui après pour pouvoir se relever? Pense à elle. Tu ne sais pas si tu vas rester marié avec elle. Tu ne sais pas comment elle va être dans le mariage. Donc, vraiment, il faut conseiller à toute personne qui est dans ce genre de situation de ne pas forcer, de ne pas briser une famille juste parce que vous avez fait du haram. Les gens n'ont pas à payer pour vos péchés. Si vous n'aviez pas fait de péché, il serait facile de vous détacher. Mais les gens, quand ils veulent forcer, vraiment, pour vraiment la majorité de ces gens-là, c'est parce qu'ils ont fait des péchés. C'est parce ils se sont parlé, ils se sont amourachés. Et là, ils veulent plus lâcher cela. Et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. D'accord? Donc, on peut avoir des préférences personnelles, comme je l'ai dit plus haut. Un frère ou une sœur, euh, ils ont grandi avec vraiment une culture, et ils ont aimé cette culture, et ils veulent cette culture pour eux, etc. Ça, c'est les goûts et les couleurs. D'accord? Et le problème, c'est quand ça ne matche pas avec les préférences familiales. Alors, que faire? Admettons que vous, vous voulez faire un mariage mixte, mais que votre famille, ça, c'est abadan, ça marchera pas. Comment faire? Est-ce qu'il faut forcer? Est-ce qu'il faut casser? Excusez-moi. Comment faire? Il faut avoir de la sagesse. Il faut discuter. Il faut pouvoir euh, faire comprendre à la famille les raisons logiques pourquoi on veut faire cela. Pourquoi on veut faire ce que eux n'ont pour nous. Il faut discuter avec notre famille. Et même si c'est honteux, il faut pouvoir leur, euh, leur faire comprendre que, voilà, si je ne fais pas cela, ça peut être un mal pour moi. Et ça peut être un mal pour mon futur époux. Vous vous rendez pas compte des dangers. Et même vous, demain, vous serez des futurs pères, des futures mères. Moi-même, je suis père. Euh, si ma fille peut-être me ramène, je sais pas moi, quelqu'un qui est totalement bon, nous on a la chance, on a grandi, on a trouvé, Allah il nous a guidés vers la salafia, on a une manière de penser qui est plus ouverte que nos parents, etc. Mais admettons que ma fille me ramène une personne, une origine que peut-être je n'aurais pas voulu, euh, mais que c'est quelque chose. Quand je dis elle me ramène, c'est-à-dire que moi, je vois comment elle est, admettons elle aime beaucoup, je sais pas, c'est un exemple, je donne un exemple. Elle aime beaucoup la culture asiatique, elle aime beaucoup les plats asiatiques, euh, elle aime beaucoup cette culture, etc. Et je vois que c'est ce qui l'intéresse, d'accord? Et que euh, si je vois que vraiment c'est quelque chose c'est son style d'homme, bah, j'essaierai de lui trouver un asiatique pieux. Parce que c'est ce qu'elle a besoin. C'est ce qu'elle aura besoin. D'accord? Même si c'est pas ce que moi je voudrais. C'est un exemple, hein. J'ai absolument rien contre. Mais il faut pouvoir ravaler ce que nous on veut pour le bien-être de l'enfant. D'accord? Et quand nous on est l'enfant et qu'on veut quelque chose, il va falloir. Alors là, c'est là où il faut pouvoir expliquer à nos parents pour que qu'on a besoin de cette chose-là. Même si c'est quelque chose de honteux, mais voilà, j'ai grandi avec cette culture, c'est quelque chose que j'aime bien. Si tu ne si tu ne m'aides pas, bah, c'est quelque chose qui peut me nuire. Et peut-être que mon mari, je ne peux pas le trouver attirant, etc. Il faut peut-être dire la vérité, dire des choses qui sont peut-être honteuses, mais qui vont permettre de pouvoir débloquer des situations.
avec honnêteté, d'accord? Mais avec sagesse et douceur. Et parler, ne pas être dans le conflit, de ne pas vouloir imposer. Mais expliquer que voilà, tu sais, c'est un exemple, hein, papa. Moi, je peux comprendre que tu voulais que je me marie avec quelqu'un de notre origine, mais le fait que tes actions ont fait que, le fait que tu aies quitté notre pays d'origine, si par exemple tu serais resté, je sais pas moi, dans ton pays, bah, j'aurais connu que des gens de ton pays. Donc j'aurais marié forcément quelqu'un de notre pays. Mais le fait que tu m'aies ramené en France et que dans la classe, euh, il y ait toutes ces origines et toutes ces couleurs et toutes ces trucs, ça veut dire que moi, je ne vois pas cette personne-là en face de moi comme un étranger. Je le vois comme un Français qui a grandi, avec qui j'ai grandi dans la même classe. On a fait les mêmes, on était dans des écoles mixtes. Malheureusement, la France, c'est des écoles mixtes. Donc, bah, on s'est vu grandir pareil. On parle la même langue. La seule chose qui nous différencie, c'est que moi, chez nous, on mange tel plat et chez lui, il mange tel plat. Chez nous, on a tel type d'habit et chez lui, il a tel type d'habit. Mais c'est tout. Nous, on ne voit pas qu'on est différent. D'accord? Donc, moi, c'est aussi par tes actions qui ont fait que aujourd'hui, j'ai pu être mise devant euh, autre chose qui fait que bah, je n'ai pas spécialement de motivation pour me marier avec tes attentes à toi. Mais parler, le problème, c'est qu'on ne discute pas. On se cache derrière la honte culturelle, on se cache derrière ces choses-là et après, on préfère faire des choses en sous-marin, dans le dos, aller questionner des étudiants en sciences, aller questionner des savants pour enlever des tutorats, pour pouvoir se marier, pour pouvoir faire des trucs bizarres, au lieu d'être franc avec nos parents. D'accord? Maintenant, il y a des cas où lever le tutorat, c'est une bonne chose. D'accord? Lever le tutorat, c'est une bonne chose. Par exemple, un père, il est totalement sectaire, ou je sais pas, c'est un chiite. Et la fille, c'est une sunnite. Salafia, machallah. Le père, il veut absolument la marier à un chiite et il ne démord pas. Tous les sunnites qui viennent chez lui, il les, il les refuse, il les refuse, il les refuse. Lui, il est catégorique. Taïb, ça c'est une sœur qui, dans son cas, elle doit faire lever le tutorat. D'accord? Donc, il faut qu'elle questionne les gens de science et qu'elle essaye de prendre les dispositions nécessaires parce que bah, le mal que ça va être, parce que الرجال قوامون على النساء, les hommes, ils ont autorité sur les femmes. Lui, ce père qui va marier sa fille, quand je dis chiite, là, j'ai pris le, le misal al-a'la, mais par exemple, lui, c'est un soufi ou c'est un frère musulman ou c'est un takfiri et il veut marier sa fille à des gens comme ça, bah là, sa fille, là, si elle sait ça, bah, il faut qu'elle prenne les dispositions pour ne absolument pas marier l'homme que son père veut la marier. Mais toujours avec adab, toujours avec patience, ihtiram, le respect. Il faut respecter ses parents. Donc faire les choses avec sagesse et minutie. D'accord? Donc dans ces cas-là, c'est bien si la sœur, elle cherche à enlever le tutorat. Et c'est louable parce que c'est religieux. C'est pour Allah, Azza wa Jal, parce que cette sœur, elle veut ne pas se marier avec n'importe qui pour pouvoir plaire à Allah. Ça, c'est noble. Mais les cas de tutorat qu'on entend, qu'est-ce que c'est? C'est le cas où des sœurs, elles font du haram, mais elles ne le disent pas. D'accord? Le tuteur, le tuteur ne veut pas, et peut-être parce que, bah, comme il y a pas, elles ont fait du haram, euh, quelques haram que ce soit, hein, soit elles ont parlé avec lui, soit elles l'ont vu, soit elles ont fait voilà, des choses graves. Euh, Allah Azza wa Jal, il ferme le cœur de, du tuteur. Et le tuteur, il est catégorique, il veut pas. Il veut absolument pas. Et ben cette sœur-là, comment elle veut forcer les choses, etc., alors qu'elle-même, elle est fautive. Elle est fautive. Je me rappelle, il y avait un frère qui avait questionné un prédicateur sur. Enfin, il m'avait fait la question pour que je transmette un prédicateur. Et, euh, et il disait, oui, moi je suis avec une sœur. Voilà, on a fait des péchés, et c'était une question, voilà, mais on veut vraiment se marier, mais maintenant le père il bloque, etc. Et machin, là, j'avais beaucoup aimé la réponse du prédicateur. Il lui avait dit, délaisse-la,
délaisse le haram que tu as fait, repens-toi à Allah Azzawajal, sincèrement, coupe tout contact avec elle, et euh, après, essaye d'avoir les numéros de son tuteur d'une bonne manière. Si après ils acceptent, marie-toi avec elle. S'ils refusent, alors sache que c'est la punition qu'Allah Azzawajal, il t'a donnée pour avoir voulu prendre une de ses servantes dans le haram. Et j'avais vraiment beaucoup aimé la, la, sa réponse parce que on se rend pas compte. On fait du haram, mais on veut la récompense qu'il y a à la fin. Il se peut qu'Allah Azzawajal, parce que tu as fait ce haram, te ferme cette femme à tout jamais. Taïb. Et il faut pouvoir accepter ce châtiment qui est la cause de tes actions. Et ne pas chercher à forcer. Peut-être que toi, ma soeur, ton père, il a toujours été là pour toi. Il a toujours voulu te donner le meilleur. Et le père, l'amour d'un père pour sa fille, c'est quelque chose, subhanallah. Mais là, aujourd'hui, il est fermé. Il te voit pleurer, il te voit supplier. Il est catégorique. Peut-être que c'est un châtiment d'Allah, Azza wa Jal, sur toi, sur ce que tu as fait. Le fait de parler avec cet homme dans le haram, etc. Donc, il faut pouvoir accepter la sentence de son Seigneur avec humilité. D'accord? Surtout quand on fait du haram. Maintenant, si le haram il est pas fait, si c'est juste un frère qui vient et que vous voyez que c'est un bon prétendant, etc., bah, vous discutez avec le tuteur, vous voyez cela. Mais généralement, quand il n'y a pas de haram qui est fait, la sœur et le frère, hein, ils peuvent facilement passer à autre chose. Ils n'ont pas, euh, comment dire, ils ont pas les dérives qu'on voit et qu'on entend, ce genre de choses-là. D'accord? Et il faut faire très attention au fait d'enlever le tutorat d'un père, d'accord? Parce que, ma soeur, tu enlèves le tutorat de ton père. Taïb. Ton père, tu connais, il se peut que il ne te le pardonne pas. Il se peut qu'il renie avec toi, qu'il coupe les ponts avec toi. Tu le fais pour un homme, c'est ton père, c'est lui qui t'a nourri, qui t'a logé, qui t'a blanchi, comme on dit. Qui te dit que l'homme en question avec qui tu vas te marier, là, c'est quelqu'un qui va te rester avec toi jusqu'à la fin? Qui te dit? Tu ne sais rien de cet homme-là. Donc s'il t'abandonne, cet homme-là, s'il te fait du mal pendant le mariage et que ton père est absent, vous voyez, cet homme-là, il n'a pas eu de honte à t'enlever de ton père. Il n'a pas eu de honte à briser les liens que tu avais avec ton père. Comment euh, cet homme-là, il va pouvoir préserver tes liens le jour où il voudra plus de lien avec toi? Il va briser vos liens comme il a brisé les liens avec ton père. Il n'a pas de respect pour ton père. Vous voyez. Donc il faut faire attention. Et toi, cher frère, si tu fais ça, parce que tu es amoureux, parce que, je sais pas, tu veux faire un mariage mixte c'est ton goût, mais cette famille, elle ne t'accepte pas, elle te rejette. Mais toi, tu forces parce que bah, tu es amoureux de cette fille, etc. Sache que cette femme-là, la femme, quand elle va se marier avec toi, elle va te le rappeler toute ta vie. Pour toi, j'ai fait ça. Pour toi, j'ai combattu mon père. Pour toi, je me suis mis ma famille à dos. Pour toi, euh, je- j'ai fait ceci. Elle va te rabâcher cela. D'accord? Et quand elle va faire ça, tu vas être dans une humiliation. Parce que elle va justifier les sacrifices qu'elle a dû faire, les sacrifices qu'elle n'aurait pas dû faire pour sa famille, mais qu'elle a fait pour toi, pour te dire, bah tiens-toi à carreau maintenant. Parce que tu as fait ça, donc tu dois être reconnaissant envers moi. Tu dois, Yarni, faire une ziyada. Tu dois m'honorer, me mettre sur un piédestal. Et parce que beaucoup de personnes sont comme ça. Beaucoup de sœurs, elles vont te rappeler cela. J'ai mis ma famille à dos pour toi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Donc maintenant, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Taïb. Donc, tu te mets, entre guillemets, déjà des étaux autour de ton cou. Parce que c'est des choses qu'elle va te reprocher. Donc, fais attention. Il y a toujours des conséquences à nos actions. D'accord? Il y a toujours des conséquences à nos actions. Maintenant, dans les cas où, comme je le disais, c'est des choses légiférées, c'est un bon cas, c'est une bonne cause pour pouvoir pour lever le tutorat d'un père, parce que voilà, il veut vous marier à un sectaire, euh, un soufi,
ils n'acceptent pas les frères dans le dîn, sur la sunna, etc. Alors, déjà, première chose, c'est discuter. Essayer de parler avec euh, le tuteur, vraiment échanger. Et c'est pas une fois, une semaine, 2 semaines. Yani, c'est votre père, il a partagé, il a patienté des nuits blanches pour vous quand vous étiez malade. Il a changé vos couches pendant des années jusqu'à ce que vous sachiez aller aux toilettes toute seule. D'accord? C'est pas. Yani, comment ça, vous parlez une semaine, 2 semaines, là, je l'ai conseillé, il veut pas. Ça, c'est grave. Il faut patienter, même si ça doit durer 6 mois, même si ça doit durer un an, il faut patienter. C'est votre père. Et si le prétendant il doit partir, c'est pas grave qu'il parte, il y en aura d'autres. D'accord? Mais c'est un travail, bien évidemment, qu'il faut faire en amont. C'est à vous d'être intelligente. Si vous savez, parce que le prétendant, lui, il n'a pas d'armes. Le prétendant, il vient, il peut se marier sans l'accord de ses parents. Parce que c'est un homme. Donc lui, la dernière barrière, c'est votre père. Si vous savez, avant que même ce prétendant il vienne, que votre père, c'est quelqu'un qui a une vision, il veut vous marier avec quelqu'un qui est sectaire, il veut vous marier avec une personne, voilà, qui, lui, il veut vous marier peut-être, voilà, avec quelque chose qui ne vous va pas, ne vous va absolument pas dans la religion. C'est à vous de préparer le terrain avant que le prétendant il arrive. Il y a des sœurs, elles connaissent très bien leur père parce qu'elles ont grandi avec ce père. Elles connaissent sa fikra, sa mentalité, sa charsiya, etc. Elles connaissent très bien leur père. Mais elles font rien. Elles ne parlent pas. Elles ne le préparent pas. Elle sait que son père, lui, il n'acceptera que quelqu'un de son origine. Taïb. Et elle le sait. Et du jour au lendemain, elle lui ramène quelqu'un. Elle lui ramène quelque chose qui est totalement à l'encontre de ce qu'elle connaît de son père. Ça, c'est un manque de sagesse pure. Et c'est même de la folie. Tu connais ton père. C'est toi, tu vis avec lui depuis des années. Et c'est lui qui t'a élevé. Tu connais ses qualités, ses défauts. Comment toi, tu ne le prépares pas si tu sais déjà de base que tu as déjà ce que tu veux déjà dans ta vie, tu veux un frère comme si, comme cela, de telle origine, de telle, etc. Mais tu sais que c'est à l'encontre de ta famille. C'est à toi de préparer ton père à cela. Et si tu sais que quand tu le prépares, ça ne marche pas, alors essaye de voir si tu peux changer tes critères pour pouvoir plaire à ton père. D'accord? Sans rentrer, toi, dans une mashaqqa, dans une difficulté qui va faire que tu vas être amené à subir ces choix-là dans ton mariage. Il faut de la sagesse. Maintenant, le problème, comme je l'ai dit, c'est que la majorité des sœurs, quand on entend ces histoires-là, elles se réveillent et elles font ce genre de choses que quand elles tombent amoureuses parce qu'elles ont connu dans le haram. Donc c'est là où elles commencent à préparer leur père. Mais tu viens et tu mets ton père devant le fait accompli d'un profil. Et c'est là où tu veux l'essayer de le faire changer. C'est comme si tu lui disais, moi je veux lui, malgré ce que tu me dises non. Mais un père, il va se mettre en colère, il va te dire que tu l'auras pas. Taïb. Donc il faut avoir de la sagesse, d'accord. Donc directement préparer sa famille bien avant que le prétendant il arrive. Ça c'est s'il y a des sœurs qui écoutent, si vous savez que votre père il a des préférences, des critères religieux ou ethniques qui ne sont pas en accord avec les vôtres, préparez-le dès maintenant. N'attendez pas de le mettre devant le fait accompli, de le mettre dos au mur, de le mettre devant un homme qui va venir, qu'il ne connaît même pas. Et c'est comme si vous le mettez sur le même pied d'égalité que cet homme-là. Et Arnie, vous avez vraiment énormément de chances de voir rejeter votre demande. Alors que si vous préparez cette chose-là de vous-même, déjà vous parlez de mariage, arrêtez cette honte. On n'est plus en- ce truc de honte là, ça va vous apporter beaucoup de problèmes parce que la honte fait que au bout d'un moment, vous serez dos au mur et c'est là où vous allez commencer à faire des choses qui sont pas légiférées, vous sautez des tutorats, des choses bizarres, etc. Dans son dos, il n'est même pas au courant, vous vous mariez, c'est des choses graves, d'accord? Une fois que vous avez fait ces choses-là, et si ça marche pas, alors faites intervenir, essayez de poser votre question de manière concise et de manière résumée à des savants ou à un imam respecté, connu, ou à des frères de science qui puissent vous orienter. D'accord? Il faut éviter la confrontation. C'est vos parents, ce ne sont pas vos amis. Vous n'en parlez pas avec nos parents comme on parle avec nos amis, même si c'est des choses qui touchent le nefs. D'accord? Et si vous êtes dans des pays musulmans bah, et que vous êtes musulmane, essayez de recourir aux tribunaux compétents pour pouvoir faire cela.
D'accord? Maintenant, euh, vis-à-vis de la culture, parce qu'on a parlé de la culture des différents conjoints, il y a la culture dans tout ce qui est cérémonie, préparation de mariage, etc. Donc déjà, euh, il y a des problèmes déjà quand c'est pas les mêmes cultures, et il y a des problèmes aussi quand c'est la même culture, mais que c'est une culture qui est contre la religion. Par exemple, il y a plein de choses, c'est des choses connues. Euh, j'ai entendu même que dans certains pays, je crois que c'est des pays de tout ce qui est de l'Est, comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, je sais pas, des coutumes où la femme vierge, euh, ils, yani, ils font le jour du mariage, ils s'isolent et l'homme il prend un drap ou je sais pas, en gros pour prouver la virginité de la femme, d'accord? Donc ça c'est des coutumes qui sont totalement contre la charia, c'est contre la religion. Donc si vous savez que vous êtes dans des familles qui ont des coutumes, des cultures qui contredisent vraiment le dîn, comme je vous l'ai dit, c'est préparer vos familles avant de faire intervenir des gens, enfin de faire avancer des gens dans votre vie. Parce que une fois que ils seront là, vous n'avez pas le temps de tout faire en même temps. Il faut travailler ses parents, travailler sa famille. D'accord? Si vous savez que votre famille, c'est des gens qui veulent un mariage mixte dans une salle avec les hommes et les femmes qui sont ensemble, en tenue, et qui se voient danser et qu'ils veulent de la musique et un DJ, parce que pour eux, ils voient ça comme quelque chose de harvim, ils voient ça, c'est c'est- c'est- c'est leur rêve. Et aussi, il faut avoir de la miséricorde, parce que eux, comme je vous l'ai dit au début, ils ont peut-être pas le dîn, ils ont pas la compréhension pour eux, c'est ça ce qui est bien. Ils se disent, si moi je fais ça à mon enfant, c'est j'aurais honoré mon enfant. C'est-à-dire, imagine ton père, il se dit, moi je vais faire un grand mariage pour ma fille, elle aura sa belle robe, et puis il y aura toute la famille du mari, toute ma famille, toutes les amis, tous dans la même salle, ça sera un moment convivial, il y aura à manger, etc. C'est comme ça que lui, dans sa tête, il veut t'honorer. Mais nous, on sait que c'est haram, cette mixité, cette musique, c'est les gens, toutes ces choses-là. Mais lui, il comprend pas que toi, quand tu vas dire, non, je veux quelque chose de sommaire, les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, un plat, on mange peut-être du douf du côté des femmes, et lui, il voit ça comme quelque chose de morose, de sobre, et pour lui, il se dit, ma fille, que j'ai élevée comme ça, que j'ai fait grandir, ça ne lui sied pas. C'est pas quelque chose de. Yani, il faut avoir de la miséricorde. C'est-à-dire, faut penser le bon soupçon du père. Faut pas juste se dire, lui, il est contre le dîn. Non, peut-être qu'il comprend rien au dîn. Donc, il faut lui expliquer. Ah, oui, ah, papa, tu voulais ça pour moi. Une grande fête comme ça, je suis très honoré. Mais tu sais que le prophète, alayhi salatu wassalam, et là, tu lui ramènes les hadiths. Parce que c'est un musulman. Si c'est un musulman, il dit, j'aime Allah. Il dit, j'aime le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ramène-lui قال الله قال رسول الله. Il faut lui ramener toutes ces choses-là. Euh, il faut lui parler religieusement. Parce que lui, peut-être, il comprend pas. Vous voyez. Donc, euh, tout ce qui est coutume de mariage, il faut préparer ces choses-là. Il faut préparer sa famille. Vous avez pas, surtout les femmes, parce que, subhanallah, il y a des femmes, elles ne préparent pas leur famille. Le prétendant, ils arrivent, donc elles choisissent, parce que les pères ne choisissent pas pour elles. Elles cherchent parce que les pères, ils sont des missionnaires, on en a parlé plusieurs fois. Donc, elle trouve un frère, ils se parlent, ils sont sur la salafia, ils sont sur la sunna, ils sont bien tous les deux, etc. Maintenant, elle ramène le frère. Des fois, le père, il est cool, hein. Il n'y a pas de souci, ah, c'est quelqu'un de chez nous, et, ah, il a l'air bien, en plus, il a la sunna, il parle de Camille, ça, il s'exprime bien. Vas-y, je le veux bien, ma fille. Maintenant, le père, il dit, bon, on va faire le mariage, on va faire la fête, on va faire la salle avec la musique, avec les machins. Taïb. Et là, la sœur, elle dit, bon, bah, mon père, il veut ça. Et là, le frère, il est choqué. Et il se dit, mais non, moi, je veux pas ça à mon mariage. Je veux la baraka. Je veux pas la musique. Je veux pas de mixité. Je veux pas ci. Je veux pas ça. Et après, le frère, il commence à être en conflit avec le père. Et la sœur, en fait, elle se déresponsabilise parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui aiment faire ça. Elle veut pas rentrer en conflit avec son père. Elle veut pas rentrer dans des discussions. C'est même pas en conflit, mais elle veut pas rentrer dans des discussions. Elle veut, il y en a comme si.
excusez-moi du terme, mais c'est comme si elle est fainéante. Elle veut laisser toute la responsabilité sur l'épaule du mari. Donc tu trouves des frères qui, le père, il veut bien les marier à leur fille, mais il se retrouve là à devoir batailler, à devoir discuter avec le père sur ce que lui, il veut dans son mariage. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si ces sœurs-là, si elles feraient, mâcheraient le travail à ces frères-là, ces frères resteraient dans une tranquillité. Là, le père, lui, il voit que sa fille, elle veut la fête, elle veut le truc, parce qu'elle se tait. Tu te tais. Et il y a une phrase qui ne dit mot, consent. Donc, comme tu te tais, ton père, il se dit, mais moi, ma fille, elle veut ça. Moi, ma fille, elle sait ce que je veux. Mais lui, là, ce Binus, ce nouveau gars, il vient, il me dit, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mixité, il n'y a pas peut-être même on va manger par terre, à la sunna, à la mosquée. Il me raconte tous ces trucs-là. Mais moi, je veux pas. Et moi, ma fille, elle veut pas. Donc, lui, le père, il va être dur. Il va dire c'est comme ça, etc. Et donc là, le frère, il va être dans une galère, dans une difficulté. Vous voyez. Donc, il faut que les sœurs, elles prennent, euh, comment on appelle ça, leur responsabilité. C'est vos familles. C'est à vous de les... Si Allah Azza wa Jalla, il a fait que vous êtes sur la sunna, c'est à vous de les éduquer avant de venir trouver un frère et au lieu de mettre la responsabilité, le frère, il vient pour se marier, il vient pas pour faire la darwa. Donc si il y arrive avec sagesse, avec douceur, c'est tant mieux. Il vous a enlevé une épine du pied, comme on dit. Mais vous lui mettez une charge supplémentaire à ce frère. D'accord? Donc, tout ce qui est cérémonie préparative, il faut que les sœurs, elles fassent le briefing à leur famille. D'accord? Et il faut que les frères, après, c'est à eux de dire aussi ce qu'ils veulent une fois que les choses sont conclues. Maintenant, il y a tout ce qui est lié au orf, donc aux us et coutumes. Qui est-ce qui paye? Qui est-ce qui décide? Nous, on a toujours ce truc-là chez nous, en France, c'est, voilà, les femmes, c'est l'homme qui paye tout. Par exemple, en Égypte, je sais que les mariages, euh, chez les Égyptiens, la famille de la femme, elle ramène la moitié des choses. La famille de l'homme ramène la moitié des choses. Et ça, c'est en fonction des us et coutumes. C'est pour ça aussi que les savants ils disent de se marier avec les gens, hein, les gens de sa culture. Parce que ça, c'est pas parce que c'est pour faire du mal aux gens, c'est parce que c'est la base, c'est que c'est plus facile. Quand deux personnes sont de la même origine et que dans leur culture, c'est comme ça, par exemple, là, j'ai pris l'exemple de l'Égypte, quand le mari, il va venir et il va dire, bon, bah, toi, tu dois ramener la moitié je sais pas moi, je sais pas, admettons, le mariage, il coûte 10 000 euros ou 15 000 euros avec les affaires, la maison, les affaires de la maison, etc. Ça, c'est comme ça que ça se passe en Égypte. La femme, elle va pas être choquée. La famille de la femme ne va pas être choquée parce que c'est leur orf. C'est comme ça qu'ils font dans leur pays. Mais si lui, il vient et il dit ça à une femme, nous, comme nous, on a grandi en France, que oui, c'est l'homme qui doit payer, c'est l'homme qui subvient aux besoins, c'est lui etc. Il vient et dit à la sœur, bon, bah écoute, moi, j'ai économisé toute ma vie, mais là, notre appartement, la moitié des meubles, tous ces trucs-là, c'est toi et ta famille qui vont payer la moitié. Vous voyez? Mais les gens, ils vont être choqués. Parce que c'est pas dans leur orf, c'est pas dans leurs habitudes, leurs us et coutumes, etc. Donc c'est pour ça qu'aussi, le fait de se mettre avec des gens qui ont la même culture que nous, c'est pas un mal, d'accord? Et les cas où on ne se met pas avec les gens où on a la même culture que nous, ben, ça aussi, c'est pas un mal, mais il faut qu'il y ait entre guillemets, voilà, avec des bonnes raisons. Pas juste pour suivre une mode, pas juste pour faire, voilà, parce que des fois, moi, j'ai un ami proche de moi, d'accord? Il s'est marié avec une femme qui n'était pas de sa culture. Et dans la culture de sa femme, on cuisine pas trop, etc. Bah, il s'est déjà plaint à moi. Moi, subhanallah, euh, comment je voyais ma mère tenir la maison, tenir tout le temps, faire 3 repas par jour à mon père, toujours, etc. Et quand je vois ma femme, moi, qui est là, faut lui demander, attends, limite, on mange quoi? Pour qu'elle se lève, pour qu'elle commence à essayer de préparer. Elle tient pas forcément la maison comme on a vu nos mamans faire, nos tantes faire, etc. Bah, il s'est plaint, d'accord? Il aurait choisi une femme de sa culture. C'est que la base, elle aurait été habituée à ça depuis petite.
Parce que comme les femmes, ça aurait été la base. Taïb, donc lui, il est heureux finalement. Mais s'il il se plaint de certaines choses qu'avec la culture, euh, elles auraient été habituées. Elles auraient été habituées. Par exemple, il y a certains peuples, c'est la femme qui tient la maison, qui fait à manger, qui fait ces trucs-là. Toi, tu recherches une femme. Tu as vu ta mère grandir, t'as vu faire ta mère faire ça. Tu l'as vu éduquer tes sœurs sur ça. Taïb, tu vas te marier avec une culture où c'est totalement l'inverse. Bah après, il faut assumer. C'est toi qui as choisi. Tu peux pas aussi venir et après blâmer cette femme que tu as pris. Elle a des choses qui ne sont pas dans ta culture et toi, tu veux lui imposer ça. Non, il faut essayer de l'éduquer avec sagesse, l'orienter, essayer de la motiver à faire ça. Mais le fait de la blâmer, de lui faire des reproches, oui, toi, regarde, euh, il faut te dire de te lever pour faire à manger, il faut te dire, etc. Des fois, la maison, elle est mal rangée, Taïb, pourquoi tu as pris cette femme? Il fallait suivre le choix de tes parents. Tu voulais une femme comme ta mère, il fallait chercher l'origine de ta mère. Donc, vous voyez, il y a du bien, il y a du moins bien, mais il faut réfléchir avant, il faut pas se précipiter, d'accord? Donc, tout ce qui est lié à aux dépenses, à la fête de mariage, à toutes ces choses-là, tout ça, c'est des trucs qui sont dans la religion. Il y a une règle qui dit, al-'adatu al-muhakkama, c'est-à-dire comment dire, la coutume, en gros, elle est muhakkama, elle fait autorité. C'est-à-dire que si la base, si la culture, votre culture ne contredit pas des textes religieux, bah en fait, vous pouvez vous baser sur la culture pour faire ces choses-là. Qui paye le mariage, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, voyez en fonction de vos discussions vis-à-vis de toutes ces choses-là. Par contre, il faut faire attention à certaines choses. Ne pas se surcharger. Ne pas accepter des choses, d'accord, qui vont être un mal pour vous, d'accord? Que ce soit votre culture ou pas de culture. C'est-à-dire que ne vous mettez pas dans un mariage où le poids de votre culture va faire que vous allez être dans une mashaqqa, vous allez être dans une difficulté et vous n'allez pas pouvoir supporter. Euh, Comme par exemple, je sais pas, c'est un exemple, hein. C'est un exemple que je donne comme ça. Je connais pas du tout hein, la culture turque, mais admettons que chez les Turcs, euh, le frère il doit payer, je sais pas, c'est 20 000 € minimum. C'est un exemple. Bah, le frère, il a peut-être pas cet argent-là. Il a peut-être pas cet argent-là, et même s'il les avait, il se dirait peut-être que, voilà, on peut utiliser ça pour partir en Hijra, pour faire ces trucs-là, etc. Il ne faut pas que pour la culture, tu te mettes à dépenser pour ta femme, même si, voilà, c'est halal, chacun de son côté, etc. Tu te mettes à dépenser des choses que après tu vas regretter. D'accord? Il ne faut pas que la culture euh, te mette dans l'embarras après. Et qu'après, vous vous retrouvez tu commences à lui faire des reproches. Oui, mais voilà, vous m'avez pris ceci, vous m'avez pris cela, etc. D'accord? Et il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que il y a des trucs qui sont des choses simples dans la culture, mais que le frère, il ne veut pas parce qu'il a une vision binaire ou une vision fermée. C'est un exemple, par exemple. Oui, sa femme, elle lui dit, ouais, moi, je vais faire juste un repas entre sœurs. J'aimerais mettre 3 robes. C'est un exemple, hein. J'aimerais mettre 3 robes et tout. Est-ce que tu pourrais m'acheter 3 robes, etc. Euh, et lui, il dit non, il n'y a pas besoin. Ça, c'est du gaspillage, c'est des robes que tu vas jamais remettre, etc. Ouais, c'est le jour du mariage de ta femme, fais-lui plaisir. Peut-être que tu vas faire ça, tu vas dire non. Le père, il va se dire, mais lui, c'est un radin. Est-ce que est-ce que je veux un radin pour ma fille? Et il va te bloquer le mariage. Peut-être parce que, pour un truc que, c'est vrai, peut-être dans ta vision des choses, c'est du gaspillage. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Mais c'est quelque chose qui est dans leur culture, par exemple, pour faire plaisir le jour du mariage de ta femme. Toi, parce que toi, tu vas réfléchir de manière binaire, tu vas pas voir plus loin que le bout de ton nez, tu vas te sacrifier une força et tu vas te sacrifier, comment dire, une força. Tu vas te sacrifier une opportunité et tu vas pas, comment dire, tu vas pas profiter. Tu vas te retrouver peut-être à la case départ. Parce que peut-être avec ce comportement-là, le tuteur, il va te fermer la porte de cette sœur-là. Vous voyez. Donc il faut pas que aussi tu sois binaire, tu sois fermé et tu rejettes toutes les choses de la culture.
Et ensuite, euh, la cérémonie, il faut vraiment craindre Allah et ne pas faire des concessions sur le haram. Faire des concessions sur la culture, c'est une chose. Mais faire des concessions, il n'y a pas de concession sur le haram. D'accord? Et ça, c'est vous devez faire front commun. La femme, la prétendante, elle doit, comme je l'ai dit, en amont préparer sa famille. Et le prétendant, avec politesse et délicatesse et respect, ramener ses attentes et essayer de trouver comment on appelle ça? Des, comment dire? Pas des subterfuges, comment je peux dire ça? Trouver des équivalents. C'est-à-dire que, par exemple, les parents, ils veulent de la musique. Non, toi, tu sais que le prophète sallam, il a autorisé le douf. Bah, voilà, vous voulez de la musique, mais moi, voilà, il y a quelque chose qui est bien. C'est comme une sorte de tam-tam, mais avec une peau spéciale qui fait un bon bruit. Il y a des musiciens, enfin, des musiciens, des personnes, des femmes qui jouent très bien de cet instrument, c'est du douf. Donc on va prendre cela et ça fera une bonne ambiance. Et après, toi, tu cherches une vidéo où on tape du douf et tu leur montres, et ils connaissent, etc. Et tu essayes de trouver des alternatives avec sagesse. D'accord? Mais tu ne fais pas de concession sur le haram. Parce que il ne faut pas commencer à faire cela, parce que après, en fait, c'est à vous d'éduquer vos familles. Parce que demain, vous serez mariés, vos enfants, vous allez commencer à vouloir, comment on appelle ça, leur donner une certaine éducation. Après, les parents, ils vont s'immiscer dedans. Parce qu'ils vont voir que vous avez dû laisser aller dans votre religion et qu'ils ont réussi à vous imposer des choses qui savent que c'est haram, mais ils ont réussi à vous l'imposer, alors ils vont l'imposer à leurs petits-enfants, et vous ne pourrez rien dire. Mais il faut toujours essayer de faire ça, ces choses-là avec sagesse, d'accord? Euh, donc, faire front commun, ne pas se désolidariser, ou ne pas que la sœur, elle laisse le frère enfin, tout sur les épaules du frère. Et il ne faut pas que le frère aussi laisse tout sur les épaules de la sœur. Si un frère, il peut conseiller, discuter avec le tuteur, lui ramener les preuves religieuses, parler avec lui, essayer de trouver des solutions. D'accord? Euh, Vis-à-vis de tout ce qui est le déroulement de la fête de mariage. Maintenant, après le mariage, une fois que le mariage il s'est établi, il faut voir vis-à-vis de deux choses, parce que la culture, c'est une chose, et puis après, on a la famille, la belle famille. Donc, il faut faire attention, parce que dans certaines familles, dans certaines cultures, pardon, les parents, ils ont une place extrêmement importante, voire étouffante. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut savoir, et c'est des choses dont on ne parle pas assez avant le mariage. Il faut poser des questions claires sur quelle est la vision de ta famille, quelle est la vision de ta famille sur nos enfants, quelle est la vision de ta mère sur nos conflits. Si on a des conflits, comment vas-tu faire avec ta mère? Est-ce que tu vas te confier à elle? Est-ce que tu vas lui raconter des choses sans mon autorisation? Est-ce que tu vas la laisser intervenir, etc. Ou ton père, etc. Il faut faire très attention, parce que des fois, dans certaines cultures, euh, bah, les parents, ils rentrent directement en cas de problème, et ça ajoute des problèmes au couple. Donc, il faut faire attention, il faut discuter de ces choses-là, parce que la belle famille, c'est sûr qu'elle a une place. Et ça, euh, mais le problème, c'est que euh, la belle famille, des fois, c'est étouffant. La belle famille, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, des fois, ça se répercute même chez les petits-enfants. C'est-à-dire que vous avez une vision des choses, mais eux, ils, clairement, entre guillemets, ils s'en foutent. C'est leurs petits-enfants, c'est comme ça que ça doit se faire, etc. Il faut discuter de toutes ces choses-là avant, parce que il se peut que un jour, euh, on atteigne un sentiment de ras-le-bol, que ça soit chez la femme ou chez l'homme, et que la femme, parce qu'en plus on connaît en Occident, les sœurs qui ont grandi en France, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, elles ont, comme on dirait, la bouche, elles répondent. Il se peut que ta mère, si tu sais que toi, elle est intrusive, elle est le genre de belle-mère étouffante, le genre de belle-mère qu'il faut que ma fille, ça soit une servante, etc. Si un jour, ta femme, elle peut être amenée, de par euh, le fait qu'elle a grandi en Occident, de par qu'elle elle se défende, etc., son caractère, à lui répondre.
quand elle va répondre à ta mère, toi, tu vas être dans un dilemme. Ta femme, pour ta mère, ce sera un manque de respect. Peut-être même pour toi, ce sera un manque de respect. Mais ta femme, pour elle, ça sera une pression qu'elle a supportée sur ses épaules parce que toi, tu as été inactif, tu n'as pas pu stopper ta mère dans ses excès liés à la culture. Donc, faut être sage. La belle famille, c'est un endroit très, un domaine, pardon, très, où on marche sur des œufs. Parce que pareil, toi aussi, demain, ton beau-père, il peut te dire des choses, te faire des choses, te dire des trucs. Ah non, ma fille, c'est ta femme. Mais il va te dire, ah non, moi, ma fille, il n'y a pas ça, hein. Tu vois? Il va te parler de choses. Ah non, moi, ma fille, elle va pas aller en hijra dans ce pays, hein. Mais toi, c'est ta femme, tu connais les droits, tu sais que lui, là, sa parole, elle compte pas. C'est toi son mari, c'est toi maintenant qui dépense pour elle. Ami, là, tu peux plus lui dire ça, mais t'as envie de lui dire, là, elle est plus sous ta charge. C'est plus toi qui dépense pour elle, c'est plus toi qui t'occupe d'elle. C'est ma responsabilité. Donc, elle doit suivre, m'obéir à mon mari. Mais tu peux pas dire ça. Sinon, ça va être un manque de respect. La fille, elle va avoir quelque chose dans le cœur. Comment tu parles comme ça à mon père, etc. Même si toi, tu sais que c'est ton droit, etc. Comment tu le rabaisses, c'est dangereux, hein. Donc, il faut faire attention. Parce qu'il y a des parents, des beaux-parents qui sont, comment dire, ils envahissent votre territoire. Et ça, il faut regarder toutes ces choses-là avant le mariage. Il faut vraiment, vraiment en discuter et voir, poser des questions ouvertes, poser des questions, des mises en situation. Si ta mère fait ceci, etc., comment tu vais réagir? Ou si toi, tu connais ta mère, comment... Par exemple, peut-être que toi, tu as des frères et sœurs. Ta mère, tu l'as vu, comment elle se comporte avec tes frères et sœurs, comment avec ses beaux-fils, comment avec ses belles-filles. Tu sais à peu près ce qu'elle va faire. Donc c'est à toi de fixer ces limites-là avant que quelqu'un vienne dans ta vie. Parce que sinon, ça va se répéter. Et tu sais pas comment la personne en face va réagir face au manquement de ta mère ou au manquement de ton père. Et après, ne, tu vas voir ça comme un manque de respect, mais chaque personne a sa personnalité, etc. Bien évidemment, la base, c'est qu'on répond. Il ne faut jamais, jamais, jamais répondre aux parents. D'accord? C'est mieux de patienter, de serrer les dents. Et après, en privé, une fois, aller voir son conjoint ou sa conjointe. Voilà. Ton père ou ta mère a fait cela. Je n'ai pas apprécié. C'est quelque chose que je n'ai pas pu répondre parce que, bah, par respect pour eux et par respect pour toi. Mais par contre, je ne suis pas en accord avec ceci. Et je pense que tu devrais gérer cette situation pour que ça ne se reproduise plus. D'accord? Mais quant à répondre et manquer de respect, etc., ça fait peu partie des caractéristiques du musulman. Taïb. Donc, il y a aussi, voilà, tout ce que ça rentre dans ça, mais il y a beaucoup de belles-mères quand, par exemple, leur fils, ils prennent une femme, ils n'ont pas encore assez d'argent, et la femme, elle vit chez la famille, la maison, dans la maison familiale. La belle-mère, elle la prend comme une sorte de servante. Elle lui dit de faire des tâches que peut-être elle ne dit même pas à sa propre fille. Et ça, c'est problématique. C'est très problématique. Donc ça, c'est à l'homme d'être homme et tout en respectant à sa mère, de dire non, maman, ça, comment on appelle ça? C'est voilà, c'est pas un bon comportement. Elle est comme une invitée chez nous, même si c'est ma femme, etc. Fais pour elle ce que tu aurais voulu qu'on fasse à ta fille, etc. Si on voit bien sûr de l'abus, d'accord? Là, je parle pas de la fille qui vient chez sa mère et qui ne fout absolument rien, etc. Mais l'homme, il doit pouvoir s'interposer devant ses parents face à une pression, une oppression, avec sagesse. Et voilà. Et lui, il doit assumer. S'il voit que sa mère, elle abuse dans ses demandes, bah lui, il fait ces demandes-là pour soulager sa femme. C'est-à-dire, il voit que sa mère, elle veut un petit peu rendre sa femme servante à la maison. Bah, il se lève et il fait le ménage. Pas pour que sa femme ne soit pas opprimée, ou il le fait avec sa femme. Ça, c'est une activité de couple. Ils le font à deux. D'accord? Mais il faut qu'il ait de la sagesse. Parce que, certes, c'est ta mère. Et elle est la personne la plus importante pour toi. Mais en face, c'est ta femme. C'est celle qui va porter ton enfant, ta descendance pendant 9 mois, qui va souffrir, qui va laver ton linge, qui va te supporter. Taïb, c'est pas rien.
t'es devant deux femmes qui sont euh, yani, la base de ta vie, en fait. C'est-à-dire que même si ta mère, elle a plus islamiquement de droits sur toi, etc., et puis, voilà, c'est ta mère, c'est elle, demain, la fille, elle peut te quitter, etc. Ta mère, ça restera toujours ta mère. Mais la femme en face de toi, tu l'as prise devant Allah, c'est pas rien. Il y a des frères, leurs mères, elles sont injustes, mais juste parce que c'est leur mère, bah, tu te tais, c'est comme ça. C'est ma mère, tu fermes ta bouche, tu te tais. Yani, ça, c'est, tu brises le cœur de ta femme, tu la tues. D'accord? Alors que si tu la défends, tu lui dis, Yani, une femme, si tu es sage, il y a pas, une femme, sache que Allah Azza wa Jalla lui a donné une grande force, une grande capacité de patience. Si une femme, tu viens, même si ta mère, elle est injuste avec elle, mais tu lui montres que tu la comprends, tu lui dis, oui, voilà, c'est ma mère. Et j'avoue, ce qu'elle fait, ce n'est pas normal. Et je suis en train de travailler, de faire en sorte pour que tu ne sois plus dans cette situation, mais je te demande de patienter parce que, comprends, je n'ai pas été éduqué, je n'ai pas eu l'habitude de la confronter. Et il y a des belles paroles. Une femme, tu lui dis des belles paroles, tout se change, tout se change. Et je n'ai pas l'habitude de me dresser contre elle, etc. Elle va penser que si je fais cela, que c'est toi qui m'influence, etc. Je te demande de patienter, mais je suis totalement en accord avec toi. Elle est en tort sur cela. Et tu lui montres que tu la comprends. Wallah. Après, elle peut même patienter des choses que ta mère, elle fait une ziyada. Elle peut patienter encore. Mais si toi, tu viens sans sagesse. Tu viens, tu lui dis, hey, c'est ma mère. Même si elle est, voilà, même si elle est en tort, tu fermes ta bouche. C'est comme ça. Et Yani, tu vas la tuer. Et peut-être qu'elle va plus patienter. Peut-être qu'elle va se casser à l'intérieur si c'est pas une personne qui répond. Et si c'est une personne qui répond, peut-être que elle va, ça va naître quelque chose dans son cœur. Et puis un jour, elle va manquer de respect à ta mère. Yani, la chose que tu aurais pu éviter, ça va se passer. Et toi, tu vas la divorcer parce que pour toi, elle aura manqué de respect à ta mère. Mais ça sera toi le fautif. Ça sera toi le fautif parce que tu n'auras pas su gérer ça en amont. D'accord? C'est toi, l'homme, c'est à toi de mettre chacune à sa place et pas rabasser une en dehors du rang qu'elle a. D'accord? C'est ta mère, elle a un haut rang, mais c'est ta femme. En islam, elle a un haut rang. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, en conclusion, vis-à-vis de ce live, euh, vis-à-vis des coutumes, des cultures, préparez vos familles, préparez les choses en amont. N'attendez pas le jour J pour commencer à essayer de voir ce que vous devez faire, parce que sinon ça sera catastrophique. Malheureusement, et c'est ce que je disais dans le live dernier, les gens aujourd'hui, on se marie très très vite. On se marie, euh, on se pose quelques petites questions, on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Ouais, voilà, la hijra, tu pries, t'as le hijab, t'as le jilbab, t'as le qamis, au-dessus des chevilles, et puis voilà, c'est bon, Médine, Mecca, et c'est parti, on fait l'Umrah. Et c'est ça vos critères de mariage. Alors qu'il y a tellement, tellement, tellement autre chose. Parle-moi de ta famille. Comment est ta famille? Comment est ton père? Comment est ta mère? Comment, si on se marie, ça va être comment? Etc. Il y a tellement de questions. Yani, se marier comme ça en un mois, 2 mois, vous vous rendez pas compte. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Mais des fois, c'est une catastrophe parce que sur le papier, vous étiez totalement incompatibles. Mais vous avez fait n'importe quoi. Vous vous êtes précipité et vous n'avez pas pris les choses en compte. Et malheureusement, après, ça fait des dégâts. Donc, faites très attention à cela. La culture, il faut prendre le bien qu'on a dans la culture et délaisser le mauvais. Et il faut, bien évidemment, étudier sa religion, étudier euh, qu'est-ce qui est euh, bon dans notre culture, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et après, faire preuve de sagesse. Des fois, il y a des choses qu'on doit laisser. Des fois, il y a des choses qu'on doit sur lesquelles on doit être ferme. Comme il y a des choses dans la culture, voilà, laisse. Si tu sais que ça contredit pas ton dîme, laisse. Fais preuve de facilité. Serre les dents si toi tu ne voyais pas, euh, tu voyais pas l'utilité de faire ça, ou tu vois un gaspillage dans cela, ou tu vois. Fais preuve de patience tant que ça contredit pas ton dîme. Mais ne, ne fais pas de concession sur ta religion, sur le halal, sur le haram. Mais pour cela,
Faut-il toutefois le connaître? Donc, là nous facilite l'étude de la science, elle nous facilite de faire les bons choix avec sagesse et équité, et de donner la place que les gens méritent, nos parents, que ce soit nos parents, la belle famille également, et ne pas faire d'injustice. Wallahu a'lam. تفضل مجيت là. السلام عليكم أخي تلا. Ah oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Du coup, on va lire les questions, Inch'Allah. Alors, il y a une personne qui pose la question si c'est obligatoire de faire une fête pour le mariage. Ce qui est obligatoire, c'est la walima. La walima, elle est. euh, il faut faire une walima. Le prophète, lorsqu'il s'est marié avec ses épouses, même quand il était en voyage, il a fait le repas de mariage. D'accord? Et même quand il a épousé Safia bint Huyay, et il était en voyage, et ils ont, d'après Anas, il me semble, hein, dans le hadith, ils ont euh, mangé des dattes ou un chameau, il me semble. Je me rappelle plus. Mais ils l'ont fait même alors qu'ils étaient en voyage. Et quand ils sont rentrés à Médine, il a ramené cette nouvelle mère des croyantes auprès des autres. Donc il faut faire le repas de mariage. Euh, Wallahu a'lam. Taïb barakallahu fik. Alors, que faire pour me préserver de ce fléau avec des parents qui regardent pas la religiosité du frère, venant d'une communauté où les coutumes et les avis des autres prennent le dessus sur la religion? Bah, comme je l'ai dit dans l'intervention, dans le live, c'est le fait de discuter. Et discuter avec les parents, vraiment avec sagesse, essayer déjà de leur parler de la religion, voir quel est leur niveau religieux. Ensuite, essayer de voir, de leur apporter peut-être les preuves religieuses. Parce que il y a deux choses. Il y a les parents ignorants, d'accord? Et ça, on peut leur apprendre la religion en ouvrant le Coran, en ouvrant les tafassirs, en ouvrant les hadiths, etc. Et on a les parents, il y en a qui connaissent le dîn, mais il y en a, ils en veulent faire qu'à leur tête. Alors ça, essayez toujours de ne jamais aller à la confrontation, que ce soit un cas ou comme dans l'autre, et essayez d'avoir la sagesse, parler, discuter. Maintenant, faut voir. Si, comme je l'ai dit, il faut vous entourer des gens de science. Si le, votre parent vous met votre religion en danger, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, j'ai donné des exemples clairs pour pas que ce soit mal interprété. Votre père, c'est un chiite, vous êtes sunnite, vous voulez marier un sunnite et il vous bloque. Là, oui, c'est des cas où il faut aller contre lui, avec sagesse, avec douceur, sans rentrer dans une grande confrontation. Mais il en va pour votre religion et la religion de votre descendance. Allahu alam. Mais si euh, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter et puis c'est pas des choses, voilà, faut voir, faut vraiment discuter. Il faut que vos parents ce soient vos amis. Si vous n'avez pas lié de relation avec vos parents, vous pouvez le faire, commencer dès aujourd'hui. Discutez avec eux, confiez-vous à eux. C'est un travail de longue haleine peut-être, mais si vos parents ils sentent que voilà, vous avez pris de la maturité, vous vous confiez, vous arrivez à tenir des discussions. Il y en a, ils parlent jamais avec leurs parents, subhanallah. Moi j'ai un ami à moi, c'est un talib ilm, il vient du Sénégal. Il n'a jamais eu une discussion avec son père, sur ses besoins, sur comment il voyait la vie, sur les choses qui lui ont fait mal dans sa jeunesse, dans la culture, dans la coutume. Il n'a jamais eu cette discussion-là avec son père, ni avec sa mère. Vous voyez. Donc, euh, comment on est loin de nos parents et on veut demain venir leur imposer. Ils ont une vision tranchée. Donc, discutez, faites beaucoup de dua, invoquez beaucoup Allah et puis faites les asbab. Tfaddal, akhi. Et alors, il y a une autre question qui dit comment se fixe la dot et qui choisit la dot?
Ah, ça dépend. Comme je vous l'ai dit, vis-à-vis de la culture, il y a des pays où c'est plus ou moins déjà fixé. Par exemple, dans certains pays, j'avais déjà entendu que dans certains pays, la dot de la sœur qui est euh, vierge, elle est d'un tel montant, et la dot de la sœur qui est non vierge, elle est dans notre montant. Mais en vrai, ça revient au urf, ça devient aux us et coutumes. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Euh, bon, là, je parle pas des divergences, hein, parce que oui, dans la jurisprudence, il y a des divergences, etc. Mais la vie le plus juste, c'est qu'il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, d'accord? Euh, et il y a des textes sur ça, mais on fait pas un cours de fiqh. Mais euh, moi, aujourd'hui, je tendrais vis-à-vis en France, hein, je parle. En France, avec tout ce que j'entends, moi, ça ne m'engage que moi. En France, avec tout ce que j'entends, avec les frères qui me marient n'importe comment, qui font n'importe quoi, etc. Je me dirais que, voilà, si vous n'avez pas la possibilité de faire des choses qui vous protègent, comme la mairie ou des choses comme ça, alors essayez de demander une dot euh, conséquente pour essayer de voir si le frère, il... ça c'est généralement pour les frères qui ne ramènent pas leur famille, d'accord? Là, je parle pas pour tous les frères. Un frère qui ramène sa famille, qui veut vous honorer, mais qui a peu de moyens, etc. Facilitez-le s'il est sincère, etc. Là, je parle des frères. Vous, il rentre, et vous parlez avec lui. Non, mais tu peux pas connaître ma famille parce que je suis en conflit avec eux. Trahib. Ok, donc moi, je vais me marier avec toi. Je connais pas ta famille. On fait la mairie. Ouais, non, oui, la mairie, c'est un truc de kuffar. Je veux pas faire la mairie. Taïb. En fait, le frère, il vous donne aucune garantie. Moi, en tout cas, moi, je serais tuteur. Moi, j'ai des filles. Moi, un frère, bon, j'accepterais pas déjà ce profil-là, mais admettons, non, ce frère-là, je lui demanderais une grosse dot. Je dirais, voilà, je veux une Amra de 2 000 € et quelqu'un m'a fait. C'est si je vois qu'il commence ces trucs, donc Taïb, toi tu ne veux pas présenter ta famille parce que tu es en conflit avec eux et on va pas les connaître soi-disant. Bon, moi ça n'arrivera pas, ça n'existe pas, mais je vous donne un exemple. Euh, Taïb, euh, tu es bizarre. Tu veux pas faire la mairie parce que c'est des koffars, parce que moi c'est les lois des etc etc. Tu veux quoi? Tu veux venir, tu veux marier ma fille et tu veux que elle te demande un mushaf, non, un Coran, et où elle te demande 1 euro, puis après tu couches avec elle, et puis après tu la quittes et on te connaît pas. Faut faire attention, voilà. Faut distinguer des familles d'un homme. Il faut distinguer un frère qui est sincère, qui fait des efforts, qui dès le début il implique sa famille, il veut vraiment faire le khair. Et, et là, lui, moi, je suis pour le fait de faciliter ce genre de dot, la dot à ce genre de frère. Mais les frères chelous, ils veulent impliquer personne, ils vous donnent aucune garantie. Il faut faire attention, les sœurs. Alors là, il faut tester les frères. On est dans une époque vraiment, et je vous invite vraiment à aller voir notre blog. On a écrit un article sur les frères comme ça qui jouent. Allez voir le blog, il y a vraiment beaucoup de conseils, Inch'Allah. Donc, comment fixer la dot? Essayez d'imaginer déjà ce que vous voulez déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Et après, vous soumettez ça au frère. Si le frère, c'est dans ses moyens, il le fait. Si c'est pas dans ses moyens. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à une de ses épouses, à Sauda bin Zama, il lui a donné une maison. Il lui a donné une maison qu'il a eue en héritage de Khadija, radhiyallahu anha. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne donnait pas des petites dots à ses femmes. Vous voyez la vie des sahabiyat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné des dots, deux, trois dots à ses épouses, hein. Donc, je dis pas mais c'est lui-même aussi qui a dit faciliter les dots. Faciliter les dots. Parce qu'il y a des gens qui sont pieux, qui sont bien, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Mais il faut voir le profil en face de soi. Faut investiguer. C'est pas à tout le monde que, voilà. Tfaddal, akhi. Alors, on va en faire encore quelques-unes. Il y a une question qui va être répondue très rapidement. Une personne qui se marie sans l'accord du père, est-ce que ça reste un mariage dans le halal ou un mariage caduc? La base, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Et si ton tuteur, là, et dans le tutorat, c'est pas, on jongle comme on veut. Il y a des dawabit, il y a des règles. Euh, C'est-à-dire que c'est pas ton père, il veut pas te marier, tu vas voir ton oncle
un oncle éloigné, maternel, etc. Et puis tu te maries. Non. Alors, même si moi, de ce que je sais, c'est que il n'y a pas de mariage sans tuteur. Et si ton tuteur c'est ton père, tu peux pas faire te marier sans son accord. Si tu te maries sans son accord, euh, et là je parle pas des divergences, la femme qui est déjà mariée, etc. dans certains mazahib, etc. Non, la base c'est que le jumhur, la majorité des ulama, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Et une femme, elle ne peut pas enlever le tutorat de son père comme ça. C'est pas un jeu. Cette femme qui fait ça, qu'elle craigne vraiment que son mariage ne soit pas valide et qu'elle soit comptée comme une pécheresse euh, dans tout son mariage. Allah. T'es là, Harry, tu m'entends? Pardon, mon micro il était éteint. Alors, euh, que penser d'un frère qui veut se marier en 2 mois religieusement et veut emmener ensemble un an après, alors qu'il est dans un autre pays que la sœur? Il veut se marier dans 2 mois religieusement et emmener la sœur dans un autre pays. Franchement, les relations à distance, c'est quelque chose de très très lourd et de très très dur à assumer. Vraiment, les relations à distance, c'est quelque chose de très très lourd et de très très dur à assumer. J'ai un ami qui est proche de moi, qui est un étudiant à Médine, qui est connu, qui m'a raconté l'histoire d'un frère qui était lui aussi étudiant à Médine, d'accord? Ce frère, il s'est marié en France, je vais vous raconter cette histoire. Ce frère, je vais essayer de faire court. Ce frère, il s'est marié en France avec une sœur. Et il a été pris à l'université de Médine. Quand cette sœur, elle était toute motivée, toute contente, elle le soutenait, d'accord? Elle le soutenait. Mais elle lui a dit, pars. Mais à l'université de Médine, on peut pas ramener sa femme directement, en tout cas à cette époque-là. Donc il est parti un an euh, en laissant sa femme. Sauf que avant de partir, sa femme, elle est tombée enceinte. Et euh, elle a, elle a dû accoucher sans lui. Il n'était pas là à l'accouchement. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est des choses chez les femmes d'avant, chez les femmes, même certaines femmes d'Afrique, c'est pas des choses qui sont rédhibitoires. Mais chez certaines femmes d'Europe, comme elles ont grandi, et nous aussi on a grandi, hein, voilà, on a été influencés, on a regardé Walt Disney, on a regardé des trucs. Pour nous, la vie, c'est voilà. Yani, le mari doit être là, il doit te tenir la main dans ton accouchement. Alors que dans les pays musulmans, le mari il rentre même pas, c'est haïb. Tu rentres pas dans la salle d'accouchement où il y a les femmes, où il y a le travail, etc. On te ramène ton enfant. Taïb. Donc, c'est-à-dire que chez les femmes occidentales, on a, yani, c'est les princesses, les choses comme ça. D'accord? Donc, cette sœur, elle n'a pas supporté de vivre un an comme ça loin de son mari. Et en plus de ça, d'accoucher. C'est-à-dire qu'elle a pris ça, yani, dans son cœur, dans ses émotions. C'était comme une Rihanna. C'est comme s'il l'a trahi. C'est comme si, yani, alors que c'est elle qui le soutenait, d'accord? Pour qu'il aille étudier. Il a fait et après, elle a commencé à faire que lui demander, c'est-à-dire dans son cœur, elle ne l'aimait plus. Ça l'a déçue. Elle a été déçue de lui et elle ne l'aimait plus. Elle n'a fait que commencer à lui demander le divorce, le khula, etc. Et ainsi de suite. Elle a insisté, insisté. Lui, il a dû mettre en pause ses études. Il est revenu en France. Même quand il est revenu en France, elle faisait que lui demander. euh, et après, il lui a dit, bon, écoute, va passer quelques... Parce qu'il avait pris un appartement. Hein. Donc, va passer quelques jours chez ta famille, etc. Il lui a autorisé. Arrivé chez sa famille, ça y est, elle ne lui répondait plus. Elle a commencé à avoir des mauvais comportements. Et elle a fait tout pour... Il s'est dit, je vais la divorcer. euh, et peut-être ça va passer. Il l'a divorcée. Elle a plus du tout voulu revenir avec lui. Vous voyez, tout ça, quand ils étaient ensemble, ils s'aimaient bien. Vous voyez, mais quand il y a eu la distance, il y a des personnes qui ne supportent pas ça. Vous ne savez pas. Là, vous allez vous parler, vous allez tomber, même si vous vous mariez, vous allez tomber amoureux, vous êtes mariés, donc vous allez vous échanger des photos, vous allez avoir une intimité, même si c'est à distance, etc. Vous êtes mariés. Vous voyez, qui vous dit que vous allez supporter? Qui vous dit que vous allez supporter? C'est pas pour tout le monde, ça. Donc, il faut faire très attention. Il y a des sœurs, elles sont là, oui, non, mais tranquille. Et l'homme, il peut supporter. L'homme, c'est beaucoup plus facile. Mais quand la femme, elle est attachée, la femme, elle est frustrée. Elle est attachée, elle veut être avec son mari. Oui, lui, il est là-bas, etc. Et c'est pas toute femme qui va
ne pas transformer cette frustration en, en mauvaise chose et vous faire des reproches. Oui, mais voilà, etc. Donc, moi, je déconseille totalement les mariages à distance, sauf, voilà, euh, il y a des cas où, voilà, quand c'est un étudiant en sciences et qu'il est pris dans une université où il peut pas ramener directement, là, c'est autre chose. Mais si c'est pas ça, et pourquoi tu veux attendre un an? C'est parce que t'as pas d'argent? Bah, travaille, fais de l'argent et viens prendre les filles des musulmans quand tu auras de l'argent. Parce que tu vas la faire patienter, tu vas tuer son cœur. La femme, elle est fragile, elle est sensible. Elle va pas supporter. Une femme, elle attend le mariage depuis des années. Tu viens, tu la maries. Et tu lui dis, tu restes chez tes parents pendant un an et je te fais venir dans un an. C'est quoi la raison? À part dans un cas d'université de Médine, je vois pas une université, ou Médine ou une autre, mais une université qui fait qu'elle peut pas venir directement. Je vois même pas la raison. Moi, je n'accepterai jamais qu'un frère, il vienne, il prend ma fille, ils font le mariage religieux, il reste 2 mois avec elle, et après il part pendant un an, et il dit, tu viens dans un an. Ah, ben, je vais jamais accepter ça, parce que je sais que ma fille, elle est sensible. Ma fille, elle va pleurer. Ma fille, elle va pas supporter. Ma fille, elle sera dans le mal. Taïb, si c'est une question d'argent, Akhi va travailler, euh, euh, et comment on appelle ça? Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit, et ceux qui n'ont pas les moyens de se marier, qu'ils cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse. Il n'a pas dit va te marier et tu. Ça aussi, c'est un problème. Il y a des frères, ils n'ont pas d'argent, ils peuvent pas donner le minimum de droits, nourrir, loger, vêtir, et ils veulent se marier. Taïb, tu vois, toi, tu vas. Je sais pas si tu te rends compte. Tu n'as pas d'argent, mais tu veux qu'on te facilite le mariage, tu veux coucher avec cette sœur, et après, toi, tu la laisses chez ses parents et tu fais ta vie de, je sais pas, voilà, tu veux pas, t'as des droits, subhanallah, mais t'as des devoirs. Il y a des frères, vraiment, j'ai déjà vu des frères comme ça, ils sont là ils pensent à leurs droits à eux, ils pensent pas à leurs devoirs. Taïb. Et ces frères-là, moi, je comprends pas. Toi, tu vas prendre une femme et tu vas la laisser comme ça. Donc, faites très attention à ce genre de relations à distance, etc. Je conseille pas du tout. Fadal.